Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour faire un TD sur le catabolisme des lipides. Donc le sujet de notre TD, c'est la bêta-oxydation. Donc on va essayer de résoudre un exercice sur l'oxydation d'un acide gras pair saturé et un autre sur la bêta-oxydation d'un acide gras impair saturé. Donc on commence tout d'abord par le premier exercice. Donc, le premier exercice dit « Calculer le bilan énergétique du catabolisme d'une molécule d'acide palmitique, un acide gras à 16 atomes de carbone. Déduire le nombre d'ATP obtenu par atome de carbone oxydé et de comparer cette valeur à celle obtenue par l'oxydation de glucose. » Donc, on commence tout d'abord par la première question. Donc, la première question, c'est de calculer le bilan énergétique global du catabolisme d'une seule molécule d'acide palmitique, un acide gras à 16 carbone. Donc la première des choses à voir dans le cas où quelqu'un vous demande de calculer le bilan énergétique, c'est de voir tout d'abord si l'acide gras il est pair ou bien impair. D'accord? Parce que dans notre cas, l'acide palmitique il a 16 atomes de carbone et par conséquent, il s'agit d'un acide gras pair. D'accord? Donc un acide gras pair est égal à 2 N de carbone. Donc, comment peut-on calculer le N? N est égal à quoi? Donc, 2N est égal à 16. N est égal à 8. C'est 16 divisé par 2. Donc, N est égal à 8. Donc, la première des choses à faire, c'est de déterminer le nombre N. Parce qu'à partir de N, on peut en déduire d'autres paramètres. D'accord? Une fois on a déterminé le N, on doit déterminer le nombre de tours d'hélice de l'INN. C'est-à-dire combien de fois doit-on passer à travers l'hélice de l'INN pour oxyder complètement l'acide ou bien une molécule d'acide palmitique. D'accord? Pour déterminer le nombre de tours, on sait très bien que le nombre de tours est égal à N-1 dans le cas d'un acide gras pair. Donc N-1 c'est 8-1 vu que N est égal à 8. Donc on a 7 tours. Donc notre acide gras doit faire 7 tours pour s'oxyder complètement. D'accord? Donc, la troisième des choses, c'est de calculer les produits générés. Maintenant, c'est quoi les produits qu'on va générer? On va générer N-1 FADH2, on va générer N-1 NADH2, H+, et on va générer N-acétyl-CoA. D'accord? Et comme le N est égal à 8, donc 8 moins 1 c'est 7, donc on va générer 7 molécules de FADH2. Et on va générer 7 molécules de NADH-H+. D'accord? Vu que également pour le NADH-H+, c'est N-1. Et on va libérer également combien de molécules d'acétyl-CoA? N. Et comme le N est égal à 8, donc on va générer combien? On va générer 8 molécules d'acétyl-CoA. D'accord? Donc la première des choses à faire, c'est de calculer le nombre N. D'accord? On a toujours cette formule 2N est égal au nombre d'atomes de carbone dans le cas d'un acide gras pair. D'accord? Par la suite, on calcule le nombre de tours. Le nombre de tours dans le cas d'un acide gras pair, c'est toujours N-1. Et on calcule le nombre des différents produits générés qui sont le FADH2, le NADH-H+, et l'acétyl-CoA. Par la suite, c'est quoi la destinée des coenzymes réduits et c'est quoi la destinée de l'acétyl-CoA? D'accord? Comme on a vu lors de la vidéo précédente, les coenzymes réduits vont regagner la chaîne respiratoire pour générer de l'ATP. D'accord? Donc, combien de molécules d'ATP va générer les FADH2 et les NADH-H+ générés? On va voir. On sait très bien, selon les informations théoriques, qu'une molécule de FADH2 est égale à 2 molécules d'ATP. Donc, on a 7 molécules, donc 7 fois 2 est égal à 14. Donc, 7 molécules de FADH2 vont générer 14 molécules d'ATP. Et on sait également qu'une molécule de NADH-H+ va générer 3 ATP. D'accord? Donc, on a au total généré 7 molécules de NADH-H+, donc 7 fois 3, on va générer 21 ATP. D'accord? Maintenant, on passe au calcul du bilan énergétique concernant l'oxydation de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, c'est quoi sa destinée? Il va passer à travers le cycle de Krebs. Donc, l'acétyl-CoA va initier le cycle de Krebs. Maintenant, c'est quoi le bilan énergétique du cycle de Krebs? En principe, on a vu ça durant les TD précédents. Donc,
un cycle ou bien un tour de cycle de Krebs va générer au total 12 molécules d'ATP. Comment on a pu obtenir ces 12 molécules d'ATP? On les a obtenues à travers une molécule de GTP, 3 molécules de NADH+, et une molécule de FADH2. Et comme une molécule de FADH2 est égale à 2 ATP, donc une molécule va générer 2 molécules d'ATP. Et comme on a une molécule de NADH+, va générer 3 ATP, donc 3 molécules, c'est 3 fois 3, c'est 9. Et une molécule de GTP est égale à une molécule d'ATP. Donc le total c'est combien? C'est 9 plus 2 plus 1, c'est 12. D'accord? Donc ça c'est le bilan énergétique d'une dégradation d'une seule molécule d'acétyl-CoA à travers le cycle de Krebs. Mais comme on a 8 molécules d'acétyl-CoA, donc le bilan c'est quoi? C'est 12. D'accord? Les 12 molécules générées à partir d'un seul cycle fois 8, parce qu'on a 8 molécules d'acétyl-CoA. Le total, c'est quoi? C'est 96 molécules d'ATP. J'espère que c'est clair. D'accord? Donc, on a commencé tout d'abord à calculer le nombre de tours, le nombre n, le nombre de tours et le nombre de molécules générées. Par la suite, on a passé à expliquer le détail de génération de molécules d'ATP à partir de chaque molécule générée. Bien sûr, il ne faut pas oublier de citer la destinée de chaque molécule générée. L'acétyl-CoA, c'est le cycle de Krebs. Les coenzymes réduits, c'est la chaîne respiratoire. Maintenant, on passe au calcul du bilan global. Mais avant cela, il ne faut pas oublier que lors de l'étape d'activation, on a vu ça lors de la vidéo précédente, on a consommé une molécule d'ATP. D'accord? On a consommé une molécule d'ATP. Donc, le bilan global, énergétique global, c'est quoi? Donc, le total, c'est quoi? Donc, on va calculer les 14 molécules d'ATP générées à partir des FADH2, plus les 21 molécules d'ATP générées à partir des NADH+, et les 96 molécules d'ATP générées à partir de l'acétyl-CoA. Donc 14 plus 21 plus 96, c'est 131. Mais on va soustraire une molécule d'ATP qui a été utilisée lors de la phase d'activation et par conséquent, on aura comme bilan général 130 molécules d'ATP. D'accord? C'est de cette manière-là qu'on a pu répondre à la première question qui est calculer le bilan énergétique global du catabolisme d'une molécule d'acide palmitique. Donc, le bilan global, c'est 130 molécules d'ATP. Maintenant, on passe à la deuxième question qui dit déduire le nombre d'ATP obtenu par atome de carbone oxydé. Maintenant, en fonction de la réponse de la question précédente, le bilan énergétique global était de 130 molécules d'ATP. D'accord? Maintenant, notre acide palmitique, il est composé de combien d'atomes de carbone? C'est 16 atomes de carbone. Donc, 16 atomes de carbone ont pu permettre de générer 130 ATP. 16 atomes de carbone ont permis de générer 130. Maintenant, la question qui se pose, un atome de carbone va générer combien de molécules d'ATP? D'accord? Parce que notre acide gras est composé de 16 carbones. Les 16 carbones, lors de leur oxydation, ont pu générer 130 ATP. La question dit combien de molécules d'ATP on a besoin pour oxyder un seul atome de carbone. Donc la réponse est simple. On va réaliser une simple règle de 3. Donc 1 fois 130 divisé par 16. Ici, pardon, c'est 130, c'est pas 128, d'accord? 1 fois 130 divisé sur 16. Donc, c'est pas 128 ici, c'est 130, pardon. D'accord? Donc, le résultat, c'est 8,12 molécules d'ATP. Donc, pour faire oxyder un atome de carbone, on a besoin de 8,12. Imaginez que chaque atome de carbone nécessite 8,12. Donc, la deuxième, 8,12. Donc, 16, c'est 130. D'accord? Et de cette manière, on a pu répondre à la deuxième question. Mais, d'accord, ça c'est la conclusion. Donc, ça c'est la réponse. On a besoin de 8,12 molécules d'ATP pour chaque atome de carbone. Donc, 8,16 ATP par un atome de carbone. D'accord?
Donc, la troisième question, c'est de comparer cette valeur, c'est-à-dire la valeur calculée lors de la deuxième question, avec l'oxydation de glucose. Donc, par rapport à la question, on a déduit quoi? On a déduit qu'on doit comparer l'oxydation d'une molécule de glucose avec celle de l'acide palmitique. En d'autres termes, c'est-à-dire on peut poser cette question autrement, quelle est la molécule la plus énergétique parmi les deux, entre le glucose et l'acide palmitique? Maintenant, comment peut-on répondre à cette question? On sait très bien que dans le cas de l'acide gras palmitique, on avait besoin de 8,12 molécules d'ATP pour un atome de carbone. Mais concernant le glucose, c'est-à-dire combien de molécules d'ATP on a besoin pour un atome de carbone dans le cas de l'oxydation de glucose? Pour répondre à cette question, on a besoin de savoir le bilan énergétique global de la dégradation d'une molécule de glucose. Et on a vu ça lors des cours précédents. L'oxydation d'une molécule de glucose génère 38 ATP. D'où proviennent ces 38 ATP? Ils proviennent de la glycolyse, du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire. Donc, on va calculer les bilans de chaque étape indépendamment. Donc, le total, c'est 38 ATP. On a vu ça lors du TD en présentiel. D'accord? Donc, les 38 ATP générés, d'accord, ont été générés à partir d'une molécule de glucose. Et une molécule de glucose, elle est composée de combien d'atomes de carbone? De 6 atomes de carbone. Donc, en d'autres termes, 6 atomes de carbone ont pu générer 38 ATP. D'accord? Donc, on a fait la même chose que durant la deuxième question. Donc, 6 atomes de carbone ont pu générer 38 ATP. Donc, un atome de carbone va permettre de générer combien d'atomes de carbone? La même chose ici, on va réaliser une règle de 3. Donc, 1 fois 38 divisé par 6. 1 fois 38 divisé par 6, c'est 6,33 ATP. Donc, dans le cas de glucose, on aura besoin de 6,33 ATP pour un atome de carbone. Donc, si vous avez remarqué, dans le cas d'un acide palmitique, on avait besoin de 8,12 molécules d'ATP pour un seul atome de carbone, tandis que dans le cas de glucose, on avait besoin de 6,33 ATP pour un seul atome de carbone. Donc, à votre avis, laquelle entre les deux, quelle molécule est plus énergétique, glucose ou bien acide palmitique? Bien sûr, c'est l'acide palmitique, parce que l'acide palmitique a permis de générer plus d'ATP que le glucose. D'accord? On a pu comparer une seule molécule de carbone. Et là, on peut pas, si la question se pose autrement, là, on ne peut pas comparer l'acide palmitique qui a 16 atomes de carbone par rapport au glucose qui a 6 atomes de carbone. Là, c'est logique. Vu que la molécule, elle est beaucoup plus importante, c'est-à-dire elle comprend plus d'atomes de carbone, donc c'est logique qu'elle va générer plus d'ATP. Mais pour comparer entre deux molécules, il faut toujours calculer le bilan énergétique en nombre d'ATP par rapport à un seul atome de carbone. Donc si vous avez un acide gras à 24 ou 25 atomes de carbone et le glucose 6, on ne peut pas les comparer. D'accord? Donc, on doit toujours calculer le nombre d'ATP générés par rapport à un seul atome de carbone. À partir de cela, on a pu déduire que l'acide gras palmitique est plus énergétique que le glucose, vu que pour un seul atome de carbone, il a pu générer 8,12, tandis que le glucose a généré uniquement 6,33. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice dit un acide gras à 11 atomes de carbone est catabolisé par oxydation suivie de l'oxydation complète dans le cycle de Krebs. La première question, c'est combien de tours d'hélice de l'inane sont nécessaires pour catabolyser l'acide gras? La deuxième question, combien de molécules de NADH+ et de FADH2 seront produites? La troisième question, c'est de combien de molécules d'acétyl-CoA et de propionyl-CoA seront produites? Et la dernière question, c'est de calculer le bilan énergétique total de l'oxydation complète de l'acide gras. Donc, pour répondre à la première question, qui demande de calculer le nombre d'hélices de l'inane nécessaire pour cataboliser l'acide gras à 11 atomes de carbone. Donc, toujours la première des choses à voir, c'est la nature de l'acide gras. Dans ce cas-là, notre acide gras est un acide gras impair. Pour quelle raison? Parce qu'il comprend 11 atomes de carbone. D'accord? Donc, vu que l'acide gras il est impair, donc c'est 2N plus 1.
atomes de carbone. Donc 2n plus 1 est égal à 11. 11, c'est le nombre total d'atomes de carbone dans le cas de notre acide gras. Donc n est égal à combien? N est égal à 5. 2n plus 1 est égal à 11, donc n est égal à 5. Donc toujours la première des choses à faire, c'est de calculer le n. Par la suite, le nombre de tours est égal à combien? C'est n-1. C'est comme le cas de l'acide gras pair. Acide gras pair et impair, c'est la même chose concernant le nombre de tours d'hélice de l'inane. Et comme le n est égal à 5, donc c'est 5 moins 1, c'est 4 tours. Donc, pour oxyder complètement un acide gras à 11 atomes de carbone, on aura besoin de faire 4 de tours hélice de l'inane. D'accord? Donc, concernant la deuxième question, calculer le nombre de molécules de NADH, H+, et de FADH2. Donc, concernant le nombre de NADH, H+, donc le nombre concernant un acide gras pair, c'est n-1. Et comme n est égal à 5, c'est 5 moins 1, donc c'est 4 NADH, H+. D'accord? Concernant le nombre de FADH2, c'est la même chose, c'est toujours n-1. Donc, comme n est égal à 5, c'est 5 moins 1, et on va générer 4 FADH2. Donc, on a pu générer 4 NADH+, et 4 FADH2. Maintenant, concernant le nombre d'acétyl-CoA. Le nombre d'acétyl-CoA généré lors d'un acide gras impair, c'est toujours n-1, et comme n est égal à 5, c'est 5 moins 1, donc on va générer 5 acétyl-CoA. D'accord? Maintenant, la question dit de calculer le nombre d'acétyl-CoA et de propionyl-CoA. Donc, concernant l'acétyl-CoA, on a cette formule-là. Le nombre est égal à n-1, d'accord? Donc, c'est 4. Mais concernant le propionyl-CoA est égal à 1. Pour quelle raison? Parce qu'on génère une seule molécule de propionyl-CoA, peu importe le nombre d'atomes de carbone qui constitue notre acide gras. Donc, si l'acide gras il est à 11 atomes de carbone, 15, 19, 21, 23, toujours on génère une seule molécule de propionyl-CoA. J'espère que c'est clair. Donc, pour oxyder complètement un acide gras à 11 atomes de carbone, on aura besoin de faire 4 tours d'hélice de l'inane et on peut générer 4 NADH, H+, 4 FADH2, 4 acétyl-CoA et une molécule de propionyl-CoA. Et de cette manière, on a pu répondre à la première, deuxième et troisième question. Maintenant, on passe à la dernière question qui demande de calculer le bilan énergétique total de l'oxydation complète de l'acide gras. Donc, pour calculer le bilan énergétique, on va calculer le bilan énergétique en termes de molécules d'ATP générées à partir des différents produits. Donc, le premier produit, c'est 4 molécules d'acétyl-CoA. Donc, la question qui se pose, c'est quoi la destinée de l'acétyl-CoA? L'acétyl-CoA va entamer le cycle de Krebs. Donc, c'est très important de mentionner ça. Une fois l'acétyl-CoA a entamé le cycle de Krebs, d'accord, combien de molécules d'ATP va générer? Donc, on sait très bien qu'une molécule d'acétyl-CoA va générer 12 molécules d'ATP et on a vu comment on a pu avoir ces 12 molécules d'ATP à partir de l'exercice numéro 1 et bien sûr à partir du TD qu'on a déjà fait auparavant. Mais on a 4 acétyl-CoA, on a généré 4 acétyl-CoA, donc 4 fois 12, c'est 48 molécules d'ATP. Donc, vu qu'une molécule d'acétyl-CoA va générer 12 ATP, donc 4 acétyl-CoA, c'est 4 fois 12, c'est 48 ATP. Maintenant, on passe aux coenzymes réduits générés. Donc, on a pu générer 4 molécules de NADH, H+, et 4 molécules de FADH2. C'est quoi la destinée de ces coenzymes réduits? C'est la chaîne respiratoire. Donc, les coenzymes générés vont passer à travers la chaîne respiratoire pour générer de l'ATP. Maintenant, on sait très bien qu'une molécule de FADH2 va générer ou la permet de générer 2 molécules d'ATP et une molécule de NADH, H+, permet de générer 3 molécules d'ATP. Maintenant, la question qui se pose, combien de molécules d'ATP vont générer les 4 molécules de NADH, H+, et les 4 FADH2. Donc, 4 NADH, H+, donc vu qu'une molécule va générer 3, donc 4 vont générer, c'est 4 fois 3,
c'est 12 molécules d'ATP. Donc les 4 NADH+ vont générer 12 ATP. Et concernant les 4 FADH2, on sait très bien qu'une molécule de FADH2 génère 2 ATP. On a 4, donc c'est 4 fois 2 et ça permet de générer 8 ATP. D'accord? Donc à partir de 4 acétyl-CoA, on a pu générer 48 ATP. À partir de 4 NADH+, on a pu générer 12 ATP. À partir de 4 FADH2, on a pu générer 8 molécules d'ATP. Maintenant, il ne nous reste que le propionyl-CoA. Propionyl-CoA, c'est quoi sa destinée? On a vu lors du cours précédent que le propionyl-CoA va entamer le cycle de Krebs, mais d'une manière indirecte, parce que l'acétyl-CoA, c'est lui qui va initier le cycle de Krebs en se liant sur une molécule d'oxaloacétate. Mais le propionyl-CoA ne peut pas entamer directement le cycle de Krebs. Il doit se transformer tout d'abord en succinyl-CoA. Par la suite, le succinyl-CoA, comme il s'agit de l'un des intermédiaires de cycle de Krebs, donc à ce moment-là, le succinyl-CoA peut rejoindre le cycle de Krebs. Mais il faut noter une chose qu'il ne faut pas oublier que durant l'étape de transformation de propionyl-CoA en succinyl-CoA, on a dû consommer une molécule d'ATP. C'est très important. Maintenant, on va calculer le bilan énergétique par rapport à une seule molécule de propionyl-CoA. Comme cette molécule a emprunté le cycle de Krebs, elle a emprunté juste une partie du cycle de Krebs à partir du succinyl-CoA. Donc, ça va générer à partir de cette partie-là jusqu'à ce qu'on forme de l'oxaloacétate. Donc, ça va générer une molécule de GTP, une molécule de NADH+, et une molécule de FADH2. Je répète très bien, ça, c'est pas le bilan complet du cycle de Krebs. Pour quelle raison? Parce que c'est pas comme le cas de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, il va emprunter la totalité du cycle de Krebs. Il va faire un tour. Par contre, le propionyl-CoA, il va faire une partie du cycle de Krebs à partir du succinyl-CoA jusqu'à l'oxaloacétate. C'est pour cette raison-là qu'il a généré moins de molécules. D'accord? Maintenant, on va calculer le nombre d'ATP générés à partir de ce mélange. Donc, on va générer 6 molécules d'ATP. Comment? Parce qu'une molécule de GTP est égale à une molécule d'ATP. Une molécule de NADH+ est égale à 3 molécules d'ATP et une molécule de FADH2 est égale à 2 molécules d'ATP. Donc 2 plus 3 plus 1, c'est 6 molécules d'ATP. Mais il ne faut pas oublier qu'on a consommé une molécule d'ATP lors de la transformation de propionyl-CoA en succinyl-CoA. Et par conséquent, le nombre total d'ATP généré à partir de l'oxydation de propionyl-CoA est de 5 molécules d'ATP. D'accord? Donc, pour répondre à la question ou bien aux questions concernant le bilan énergétique, pour ne pas se tromper, de préférence de calculer le bilan énergétique à partir de chaque molécule indépendamment, comme notre cas. Donc, on a calculé le bilan énergétique à partir de l'oxydation de 4 molécules d'acétyl-CoA générées, à partir des 4 molécules NADH+ générées, à partir des 4 molécules FADH générées, et on a calculé le bilan à partir de l'oxydation de la molécule de propionyl-CoA. D'accord? Une fois on a les 4 bilans générés à partir des 4 molécules générées, on peut calculer le bilan global. D'accord? Mais avant cela, il ne faut pas oublier toujours l'étape d'activation de l'acide gras, la première étape, d'accord? Donc, durant laquelle on a consommé une molécule d'ATP. D'accord? Maintenant, concernant le bilan global est égal à quoi? Est égal à 48 molécules d'ATP plus 12 molécules d'ATP plus 8 molécules d'ATP plus 5 molécules d'ATP. Donc, le total, c'est combien? C'est 73. Mais, comme on a consommé une molécule d'ATP lors de la phase d'activation de l'acide gras, donc on doit la soustraire et par conséquent le bilan global ou bien le bilan énergétique global généré, c'est de 72 molécules d'ATP. Donc on a pu calculer 48 plus 12 plus 8 plus 5 et le moins 1, c'est la molécule qui a été consommée lors de l'étape de l'activation. Donc, le bilan énergétique global de l'oxydation complète de l'acide gras à 11 atomes de carbone, c'est 73 atomes de
carbone. Donc ainsi, on a pu répondre aux différentes questions. D'accord? Donc d'une manière générale, dans un exercice, si vous aurez comme question de calculer indépendamment le nombre de tours, le nombre de comment dirais, de molécules générées, vous pouvez bien sûr répondre à ça. Par la suite, on passe au calcul de bilan énergétique. Mais dans certains cas, vous aurez comme question uniquement de calculer le bilan énergétique. Bien sûr, pour calculer le bilan énergétique, vous devez tout d'abord répondre à des, même si ce n'est pas demandé, vous devez tout d'abord répondre aux exigences suivantes, c'est de calculer le nombre de tours, de calculer le nombre de coenzymes réduits générés, qui sont les NADH+ et les FADH2, et de calculer le nombre d'acétyl-CoA, et bien sûr, dans le cas d'un acide gras impair, de calculer le nombre de propionyl-CoA, d'accord? Et par la suite, de passer au calcul détaillé en termes de molécules d'ATP. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre classe concernant le module biochimie microbienne sur Google Classroom, ou vous pouvez même laisser vos commentaires sur cette vidéo. Bon courage.